par le monde, comme c'était informé au travers des réseaux sociaux, au travers les différentes voies de communication. Nous tenons auprès des médias en ce jour afin de pouvoir faire notre point de presse par rapport au processus électoral. Nous allons décortiquer les différents aspects, tant positifs que négatifs, afin qu'ensemble nous puissions dénicher les irrégularités et montrer ce qui ne va pas tant au niveau national comme au niveau local. Dans ce point de presse, nous allons premièrement parler par rapport aux irrégularités dues au processus électoral que notre pays est en train de connaître en ce moment. Et la première des irrégularités qu'on a pu dénicher, c'est que depuis qu'on a commencé ce processus, nous avons été tous témoins du bras de fer qui s'est manifesté entre les différents protagonistes des élections en question. Là, je parle du parti politique, puisque la population fait partie des protagonistes, c'est vrai, mais ce sont les partis politiques qui sont en quête, qui sont en course, qui combattent pour les différents postes. Nous avons vu en ce qui concerne la mise en place du bureau de la CENI, il n'y a pas eu de consensus. Et cela constitue une entorse, cela est une irrégularité par rapport au processus en question, puisque ce processus est biaisé. Tant qu'il n'y a pas de consensus par rapport aux différentes parties prenantes, en tout cas, cela ne peut pas faire en sorte que les élections puissent être apaisées et qu'elles soient crédibles vis-à-vis de toutes les parties prenantes. Également, nous allons essayer un peu de dénicher comme irrégularité liée à la problématique du fichier électoral qu'on a actuellement, que la CENI nous a présenté. Ce fichier est corrompu. Est corrompu pourquoi? Parce que lors de la constitution de ces fichiers, nous avons remarqué que la CENI a prévu des mécanismes, des stratégies, des techniques consistant à pouvoir brouiller, causer des pannes techniques afin de causer des dommages par rapport à l'enrôlement et à l'enregistrement des électeurs. Je peux essayer un peu d'illustrer cela par des exemples. Nous tous, nous sommes conscients et nous sommes témoins de ce qu'on a vécu dans la troisième ère opérationnelle. Quand les électeurs partaient se faire enrôler, après avoir reçu les cartes une fois à la maison, après 2 ou 3 jours, les écrits, les images qui étaient sur la carte s'effaçaient. Et nous nous sommes dit comment est-ce que cet électeur ira voter alors qu'il n'est plus identifiable au travers de sa carte d'identité. C'est vrai, la CENI a cherché à pallier à ces problèmes-là, mais le palliatif qu'ils ont proposé constitue aussi un autre problème, puisque cela a causé qu'il y ait des doublons parmi les enrôlés dans la troisième ère opérationnelle. Il peut arriver que vous partez pour vous faire réenrôler à nouveau, ou pas pour vous faire réenrôler, mais vous partez pour vous faire réenregistrer, afin qu'on vous donne une autre carte. Mais vous vous rendez compte, Lopez qui vous a enregistré, sa machine n'est plus fonctionnelle. Vous êtes obligé d'aller soit dans un autre centre. Et on vous réenrôle à nouveau. Et dès que vous êtes enrôlé à nouveau, immédiatement vous faites partie des doublons. Et lorsqu'on va nettoyer les fichiers, on va vous écarter de ces fichiers. Et ça, les problèmes qu'on a connus. Donc, ce sont des faits qui ont été bien prévus par la CENI, puisque lorsqu'on entame un processus comme celui qu'on a maintenant, en tout cas, il y a des erreurs qu'on ne doit pas se prévaloir, il y a des erreurs qu'on ne doit pas permettre à ce que ça arrive, puisque ces erreurs peuvent causer d'embûches, peuvent être à la base des tensions que ce processus peut déboucher ou bien coucher. Donc, ce fichier, c'est un fichier qui ne correspond, mais aussi ce fichier, c'est un fichier qui ne correspond pas aux données réelles. Pourquoi je l'ai dit? Prenons l'exemple. Si vous comparez le fichier de 2016 et celui de 2023, vous allez vous rendre compte que si vous prenez les cas spécifiques et les cas de la province du Nord Kivu et les cas de la province de Mai-Ndombe, dans le Nord Kivu, prenons le cas des deux territoires, les territoires de Massissi et les territoires de Rutshuru.
dans les retours, en tout cas, les gens ne se sont pas enrôlés. Nous sommes tous témoins, puisque jusque-là, c'est les 1,23 qui fait la loi. Mais nous avons été stupéfaits de voir que les retours aillent un grand nombre des électeurs. Par quelle magie? Par quelle magie? Cela insinue qu'on a pris les électeurs d'autres circonscriptions et on les a affectés dans la circonscription territoriale de Rutshuru et de Masisi. Prenons le cas de la province de Mai-Ndombe, l'exemple de Aquamoutou. En tout cas, les agents de la CENI n'ont pas pu acheminer tous les kits d'enrôlement dans cette contrée, dans ces territoires. Et il n'y a pas eu enrôlement. Mais ce qui est grave, dans le fichier de la CENI, on montre que les gens qui se sont enrôlés à Aquamoutou, par rapport au fichier de 2016, en tout cas, ils ont même dépassé le nombre de ceux de 2016. Par quelle magie? Alors que la CENI ne s'était pas rendue sur le lieu. Donc, avec tous ces éléments, nous sommes en train de démontrer noir sur blanc que les statistiques qu'on trouve dans le fichier en question n'est pas réel par rapport à la réalité des choses. Troisièmement, ces fichiers, en tout cas, est corrompu parce que ces fichiers est corrompu parce que si vous comparez ces fichiers par rapport aux fichiers de 2016, vous allez vous rendre compte que c'est juste des copier-coller. C'est presque une copie conforme. Bon, Uvira a maintenu 4 sièges. On répartit les sièges sur base de nombre d'enrôlés. Donc, du point de vue démographique, est-ce que Uvira n'a pas connu un accroissement démographique? C'est à nous de nous poser cette question. Et à part cela, dans les hauts et moyens plateaux d'Uvira, c'est vrai que toute cette population fait partie de la population du territoire d'Uvira. Je n'en disconviens pas. Mais du point de vue démographique, est-ce qu'il n'y a pas eu des avancées? Est-ce qu'il n'y a pas la croissance? Alors qu'ici chez nous en Afrique, et particulièrement au Congo, le taux de natalité est tellement élevé que le taux de mortalité. Donc c'est disproportionné. Et nous sommes censés, nous avons les devoirs de dénoncer cela. Puisque cela va de la crédibilité des élections que nous sommes en train, que la CENI est en train d'organiser. Mais aussi, on va aussi toucher en ce qui concerne les irrégularités par rapport à la problématique liée aux circonscriptions, donc par rapport à la problématique liée à l'audit du fichier électoral. Les auditeurs de ces fichiers, ce sont des auditeurs qui ne sont pas externes à la CENI. Pourquoi nous les disons? Nous les disons parce que selon la loi régissant l'organisation des élections, elle prévoit que les auditeurs du fichier que la CENI produit doivent émaner d'une structure indépendante de la CENI. Quand on parle d'une structure, cela veut dire que ces auditeurs-là doivent provenir soit d'un cabinet d'audit reconnu ou bien ayant une réputation internationale, ou soit ils doivent provenir d'une structure internationale. Ça peut être une organisation et consort. Et c'est vrai, M. Kadima a fait recours à l'OIF. Nous avons pu dénoncer que l'OIF est chapeautée par Louise Mushikiwabo, qui est une Rwandaise. Et par rapport à notre sécurité, nous les opposants, on a dénoncé cela. Mais Kadima a persisté en voulant que l'OIF vienne auditer donc les fichiers électoraux. Mais c'est l'OIF qui a décliné l'offre en question, puisque les délais qu'on lui a accordés n'étaient pas proportionnels par rapport au travail qu'ils devaient effectuer. C'est ainsi qu'ils vont faire recours à leurs amis. Moi, je les appelle leurs amis. Puisque dans les domaines d'audit, pour qu'il y ait l'indépendance des auditeurs, vous devez garantir qu'ils ne seront pas payés par vous, puisque la main qui donne, c'est la main qui dirige. Je vous ai donné quelque chose pour que vous puissiez effectuer un travail pour moi. Vous le ferez comme il semble. Si vous le faites en dehors de ce que moi je fais, en tout cas, je ne vais pas vous payer. Et c'est vous qui serez perdant. C'est un principe, c'est tout à fait normal. Donc, ces auditeurs-là ne sont pas externes par rapport à la CENI. Donc, tout ce qu'ils ont fait n'engage que la CENI.
Oui, nous pouvons toujours poursuivre par rapport aux irrégularités. En tout cas, d'une manière brève. C'est dans ce sens que je peux simplement démontrer que l'audit qui a été fait n'est pas un outil fiable. Puisque les auditeurs qui ont été engagés ne manquent pas d'une structure ou d'un cabinet réputé au niveau international. Et ces auditeurs n'ont pas été indépendants. En bref, c'est ça. Laisse-moi encore soulever autre irrégularité par rapport à la problématique de la loi sur la répartition des sièges. Actuellement, cette loi n'est pas encore une loi puisqu'elle est encore en projet. C'est un projet de loi puisque c'est le gouvernement, par l'entremise du ministre de l'Intérieur, c'est le gouvernement qui a soumis cette loi auprès de l'Assemblée afin que les députés et les sénateurs puissent la valider. Alors, dans ces projets de loi, si la répartition des sièges, qu'est-ce que nous avons remarqué? Ces projets de loi est en conflit avec les décrets-lois qui a érigé Uvira, Baraka et Kamituga en ville. Il y a un décret qui a érigé Uvira, Baraka et Kamituga en ville. Mais dans ce projet de loi, qui a été soumis au ministre de l'Intérieur, qui est le chef de la territoriale, il devait corriger cela. Puisque, en tant que le chef de la territoriale, il devait quand même démontrer noir sur blanc que du point de vue juridique et du point de vue administratif, Uvira, Baraka et Kamituga sont des villes. Puisque administrativement, jusqu'à la preuve du contraire, à Uvira, nous avons un maire de la ville qui travaille, qui perçoit les taxes. À Baraka, on a un maire de la ville. À Kamituga, on a un maire de la ville. Juridiquement, il y a les tests qui ont érigé ces entités en ville. Et il y a même des arrêtés qui ont mis en place les animateurs de ces entités en question. Donc, officiellement, ces entités sont des villes. Et selon la loi régissant l'organisation des élections, une ville en tant qu'entité est automatiquement une circonscription électorale. Mais dans ces projets de loi sur la répartition des sièges, malheureusement, on a vu qu'Uvira est considérée comme une commune rurale. Et c'est déplorable. Nous avons le devoir de le dire. C'est déplorable. Nous devons les dénoncer. C'est contradictoire. Et pour nous qui sommes juristes de formation, si on essaie un peu d'entrer dans les domaines de la hiérarchisation des tests, quelle est la loi qui prime sur l'autre? C'est vrai, puisque la loi sur la répartition des sièges est votée au sein du Parlement, tandis que le décret est signé sur base du principe sur base du principe relevant du domaine du gouvernement. Raison pour laquelle le président ou bien un membre du gouvernement peut faire un décret afin de pouvoir régir les domaines ou bien les secteurs dans lesquels il intervient. Mais qu'à cela ne tienne, toutes les deux sont des lois. Donc il faut qu'on puisse harmoniser par rapport à ces conflits. Ce projet de loi sur la répartition des sièges est en conflit avec la loi portant l'organisation des élections qui montre qu'une ville est une circonscription électorale, ce qui n'est pas le cas pour Uvira, Baraka et Kamituga. J'ai réitère encore cela. Parce que nous ne devons pas être naïfs. Nous avons vu lors de la nomination des différents administrateurs, bien des différents animateurs, des différentes entités, des différentes entités territoriales qu'on a en RDC, on a vu que tout le monde, tous ces animateurs ont été nommés. Mais à Uvira, à Baraka et à Kamituga, on n'a pas nommé les maires de la ville. On n'a pas nommé non plus les bourgmestres. Donc, nous, immédiatement, nous déduisons que ce problème n'est pas d'ordre législatif, mais que c'est un problème qui est purement d'ordre politique. Et raison pour laquelle nous les déplorons. Puisque nous nous référons aux faits politiques. Quand un responsable, quand les chefs de la territoriale ne nomment pas les animateurs dans la ville d'Uvira, et que par après la CENI aussi va dans les mêmes erreurs, qu'est-ce que nous allons déduire? Donc c'est un complot politique contre notre entité.
Et nous avons le devoir, nous fils d'Ouvira, nous enfants d'Ouvira, jeunes leaders d'Ouvira, de les décrier. Et enfin, cette loi sur la répartition des sièges est domptée d'irrégularité parce que le nombre de sièges qu'Ouvira a au niveau de la députation provinciale n'est pas proportionnel par rapport au nombre d'enrôlés. En 2016, on avait 4 sièges au niveau national. Aujourd'hui, en 2017, en 2023, on a 4 sièges au niveau national. En 2016, on avait 6 sièges au niveau provincial, plus un député qui est coopté dans le cadre des chefs coutumiers. Mais aujourd'hui, on n'a que 5. Bon, qu'est-ce qui a fait que c'est un député là quitte le nombre de sièges qu'Ouvira devait avoir? Qu'est-ce qui a fait? Quelle magie qui a fait en sorte que le nombre de sièges qu'Ouvira avait en 2016 ne sont pas reconduits lors de ce cycle électoral? Donc c'est un problème d'ordre politique. Ce fichier est corrompu. Il y a des irrégularités, il y a aussi pas d'incompatibilité, mais il y a aussi des erreurs. C'est comme si on ne faisait que se référer à l'ancien fichier. Et en se référant ainsi, il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises. Et c'est ce que nous sommes en train de démontrer noir sur blanc. Puisque quand on fait la répartition des sièges, on les fait sur base des nombres d'enrôlés. En 2018, en 2016, on a eu les mêmes nombres. C'est sur base de ce nombre d'enrôlés-là qu'on répartit les sièges. Si on avait 4 au niveau national et 6 au niveau provincial, pourquoi maintenant on n'a pas 4 au niveau national et 6 au niveau provincial, mais on a 5 au niveau provincial? C'est un deal, c'est un guet-apens. Donc, nous sommes en train de démontrer toutes ces irrégularités afin que nos députés puissent soulever ces cas au sein des plénières qui se tiennent jusqu'à maintenant. Puisqu'il y a des débats qui sont en cours par rapport à cette loi-là. Afin que toutes ces erreurs soient corrigées et que ces irrégularités soient vraiment, résolues. Qu'on trouve des solutions par rapport à cela. Sinon, avec ces fichiers, moi je vous dis, lors de proclamation des résultats, il y aura de graves tensions. Puisqu'il y aura des contestations terribles avec ces genres de fichiers. En bref, c'est tout ce qu'on avait à dire par rapport à cela. Nous sommes dans une séance de point de presse. Moi, je crois que vous ne pouvez pas manquer de questions pour bien comprendre. Monsieur Nganya, vous êtes de Nouvel Élan, Ouvira. Et quand nous parlons de la nouvelle, donc la loi portant sur la répartition des sièges, c'est encore, comme vous le dites, en discussion encore au niveau du Parlement. Pouvons-nous savoir quelles sont les preuves que vous avez qui nous prouvent certainement qu'Ouvira a 4 sièges au niveau national et aussi au niveau provincial que nous sommes arrivés à 5. Comment avez-vous su cela? Oui, nous l'avons su puisqu'on a publié cet avant-projet de loi, puisque le président Kadima est parti la déposer auprès du ministre de l'Intérieur et on l'a mis à la disposition de toute la population, puisqu'une loi n'est pas un secret d'État, une loi c'est quelque chose de public. Nous avons accédé à ces documents et je vous recommande aussi d'aller lire ces documents puisque je les ai publiés dans beaucoup de groupes. Vous pouvez vraiment l'exploiter à tout moment. Donc je ne dis pas je ne dis pas des choses que j'ai imaginées, mais je dis ce qui est dans la loi en question. Donc Ouvira, par rapport au nombre d'électeurs qu'il a, on a réparti dans notre circonscription électorale au niveau provincial 5 députés et au niveau national 4 députés. Donc ce sont des choses qu'on peut vérifier et je vous renvoie à lire ou bien à exploiter l'avant-projet portant sur la répartition, l'avant-projet de loi portant sur la répartition des sièges. Parce qu'il y a des réseaux sociaux, il y a ceux qui publient 6, d'autres publient 5, 4. Non. Ceux qui publient 6, c'était sur base des suppositions. Ils ont estimé qu'on Ouvira a autant d'enrôlés. Donc nous estimons que ça sera ceci. Mais selon ce que l'avant-projet de loi dit, c'est 4 députés au niveau
c'est 4 députés, c'est 4 sièges au niveau des législatives nationales et 5 députés au niveau des législatives provinciales. C'est ce que l'avant-projet de loi portant la répartition des sièges dit. C'est pas aujourd'hui que nous pouvons dire que la CENI nous a présenté que Uvira est une commune rurale, même après la période de la cartographie, nous avons entendu parler de ça et ça fait du bruit, mais jusqu'à présent, aucune solution n'a été trouvée. Oui, à l'époque où on faisait la cartographie des différents des endroits où on va mettre les différents centres d'enrôlement, bien d'inscription, le chef d'antenne de la CENI nous en avait parlé. Bon, il en a parlé en se référant à l'ancienne loi portant répartition des sièges. Puisque la loi de 2018 portant répartition des sièges considérait Uvira comme une commune rurale. Mais c'est après qu'on va ériger Uvira en ville. N'est-ce pas? C'est après qu'on a érigé Uvira en ville. Donc, il était juste question que la CENI actuelle puisse adapter cette loi portant la répartition des sièges par rapport au statut juridique et administratif qu'ont les 3 villes que nous venons de citer. Mais vous, en tant il faut savoir à qui incombe la responsabilité de pouvoir bien harmoniser les choses. La responsabilité incombe aux différentes parties prenantes dans l'élaboration de la loi. Et la première des parties, c'est la CENI. Malheureusement, la CENI ne fait que copier ou bien ne fait que faire ce que les gens qui les donnent les ordres font. Raison pour laquelle je vous avais dit que ce problème n'est pas d'ordre administratif ni législatif, mais c'est un problème d'ordre politique, puisque nous l'avons vu. Je l'ai dit tantôt quand je présentais mon point de presse. Lorsqu'on a nommé les animateurs des entités territoriales, des différentes entités au sein de notre pays, on a vu Uvira, on a vu qu'Uvira, on a simplement nommé les administrateurs, on a juste nommé l'administrateur du territoire, mais même à Fizi, comme dans les territoires des Mwenga, dans les territoires des Mwenga. Et nous avons déduit que la CENI ne fait que suivre les ordres de ceux-là qui la commandent. Alors, s'il faut apporter des solutions, actuellement, à cette phase, puisque même les ministres, c'est un cacique de l'IDPS, et c'est l'IDPS qui n'a pas voulu assez qu'Uvira, qui est un maire de la ville, et des bourgmestres, comme le décret, les stupide. Donc, même le chef de la territoriale ne fera que suivre le mot d'ordre de son autorité morale. Moi, je crois que maintenant, il ne revient qu'à nos députés d'imposer à ce que les ministres de l'Intérieur puissent adapter la loi portant répartition des sièges aux d'autres réglementations qui sont précédentes par rapport à celle-ci. C'est-à-dire vous reprochez les députés d'Uvira, de Fizi et Mwenga? Pas uniquement les députés d'Uvira, de Fizi et Mwenga, puisque quand on est élu député national, on n'a pas un mandat provincial, on n'a pas un mandat local, on a un mandat national. Tu agis non pas pour les comptes des électeurs de ta circonscription, tu agis au compte de toute la nation. Donc, ces députés-là, compte tenu de la réalité présente. D'ailleurs, Claude Missal a dénoncé cela dans la plénière d'hier. Mais en ce qui concerne le vote, c'est à ta député maintenant de voter. Mais malheureusement, bon, espérons que ces députés-là feront preuve d'une bonne foi et vont quand même écouter les cris de la population et de leurs collègues en votant contre cette loi au cas où on impose que ces 3 entités puissent garder les statuts que l'IDPS et les régimes en place veulent les octroyer. Mais au cas où, en tout cas, ils veulent plaider la cause de la population, ils vont les imposer, qu'ils puissent amender la loi en question avant qu'elle ne soit votée. Vous n'avez pas confiance à ces fichiers électoraux et vous dites comme si c'est un deal d'opposition. Oui, nous disons ceci, que ce fichier électoral, c'est un deal, en tout cas, c'est un fichier qui a été monté de toutes pièces dès le départ. Dans notre
vocabulaire, on ne prévoit pas les mots boycotter les élections et la politique des chaises vides. Puisque à chaque fois, par rapport à l'expérience, nous avons remarqué qu'à chaque fois que l'opposition boycottait les élections, c'est là vraiment avantager les régimes en place. Et nous nous sommes dit, d'une manière ou d'une autre, nous irons aux élections. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons le devoir de dénoncer les irrégularités. Et c'est ce que nous faisons. Avec ça, c'est comme si... Nous prenons la population à témoin et la communauté internationale à témoin. Pourquoi? Parce que on ne peut pas boycotter. Si on boycotte, ça sera à notre propre risque et péril du point de vue politique et du point de vue électoral. Nous irons aux élections bel et bien et nous voulons que les élections soient organisées dans les délais constitutionnels. Mais nous sommes en train de démonter toutes ces irrégularités. Et le mal en est que ces irrégularités sont manifestes et tout le monde le sait. Et elles ne sont pas là par magie, mais elles sont le fruit d'une volonté politique émanant de la mouvance en place. Donc là, c'est un autre débat parce que nous ne sommes pas encore à cette phase, mais qu'à cela ne tienne, comme je vous le disais tantôt, en tout cas, le mot boycotter les élections n'est pas dans notre vocabulaire. À part cela, lorsqu'on dénonce des irrégularités, on propose aussi des solutions. C'est ce qu'on ne fait que faire. Moi, je dis ceci, au travers de mes recommandations, on doit revoir ces fichiers. C'est ça la recommandation. Mais si le pouvoir en place persiste, si le pouvoir en place veut à tout prix nous imposer ces fichiers, on est obligé d'aller aux élections comme ça. Quand vous parlez des routes... Mais à la communauté internationale et la population, que ce fichier est déjà entaché de beaucoup d'erreurs. Que la procédure, bien le processus, déjà, le processus en cours est déjà entaché de beaucoup d'irrégularités. Si on les dénonce, c'est pour déjà prévenir lorsque nous allons contester les résultats, que les gens ne disent pas que nous levons à main levée, nous levons d'un sommet profond pour dire qu'on nous a volé les élections. On dénonce tout ceci pour montrer que lorsque nous allons, raison pour laquelle je vous avais dit que ce n'est pas un débat maintenant puisque personne ne sait quels seront les résultats. Mais lorsque les résultats seront là, sur base de toutes ces irrégularités que nous sommes en train de dénoncer, au cas où il y a la fraude, en tout cas nous allons contester ces élections. Nous allons contester plutôt les résultats. Parce que vous n'êtes pas la CENI. Heureusement, vous avez utilisé les termes, on a ouvert des centres à Goma. Quand on parle de Goma, en tant qu'entité territoriale, Goma est une ville. Et si Goma est une ville, donc c'est une circonscription électorale à part entière, différente des Rutshuru. Mais ce que nous avons déniché, nous avons vu dans la circonscription électorale des Rutshuru en tant que territoire, il y a eu beaucoup d'enrôlés, alors que il n'y a pas eu l'enrôlement qui s'est fait là-bas. C'est par quelle magie? C'est ce qu'on a dénoncé. Mais Massissi est même cas pour Akwamoutou dans la province de Maindombe. Alors avec... Ce que l'homme doit comprendre par rapport à ce processus électoral, nous, Nouvel Élan, nous ne faisons que faire notre travail, puisque nous sommes des opposants, jusqu'à la preuve du contraire, puisqu'il y a certaines personnes qui prétendent qu'ils ne sont pas de l'opposition. Bon, ils ont la liberté de penser, nous sommes de l'opposition. On ne fait que faire notre travail. Notre travail se limite à quel niveau? Dénoncer. Dénoncer. Je n'ai pas de moyens pour exécuter, je n'ai pas de moyens pour réaliser. On m'a juste donné les moyens de pouvoir dénoncer. Et c'est ce que nous faisons. C'est là qu'on peut se limiter. Donc en dénonçant, nous jouons notre rôle. Et on ne dénonce pas uniquement, mais aussi on propose des pistes et des solutions par rapport aux différents problèmes, par rapport à tout ce qu'on évoque comme problème dans les débats politiques en RDC. Donc, on vient encore une nouvelle fois de dénoncer le mal qui se prépare au travers de ce processus électoral en cours.